Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Le bassin du Congo abrite des vastes ressources naturelles et joue un rôle crucial pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Avec ses 233 millions d'hectares de superficie, les forêts du bassin du Congo représentent la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Mais est-ce que les efforts des communautés gardiennes de ces forêts et même de la biodiversité sont-ils reconnus à ces titres? C'est dans ce sens que les pays du bassin du Congo ont réfléchi et mis en place les outils de paiement pour services environnementaux en Afrique centrale. D'où leur sont venues cette idée? Quels sont ces outils? Comment vont-ils fonctionner? Comment même les communautés en seront bénéficiaires? À ces différentes questions et à tant d'autres, nous aurons des réponses dans ce nouveau numéro de votre magazine environnemental Top Vert, émission qui reçoit pour vous Monsieur Héritier Mpiana, directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et Développement durable. Et Monsieur Héritier Mpiana est aussi expert dans les négociations à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et au cadre du parti politique Mouvement pour la libération du Congo. Auditeurs, téléspectateurs de Top Vert, bonjour. Bonjour à tout le monde d'être là, de nous suivre, de nous écouter tous les mercredis. Bonjour aussi à notre invité, Monsieur Héritier, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Top Congo. En tout cas, bienvenue, nous vous souhaitons bienvenue dans nos studios. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme de coutume, chers téléspectateurs et auditeurs, vous savez que je ne suis pas seule à la présentation de cette émission. Il y a Iraghi qui est là, au rendez-vous. Bonjour maman. Bonjour Gino, bonjour à notre invité. Bonjour madame et à vous tous qui nous suivez. Merci beaucoup. Alors je m'en vais poser la première question. Monsieur Héritier, qu'est-ce qu'on peut comprendre par services environnementaux? Merci beaucoup madame. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord commencer par exprimer toute ma compassion vis-à-vis de nos populations de l'Est de la République démocratique du Congo, qui sont victimes des affres de la guerre. Cette guerre qui nous est imposée par un pays voisin, le Rwanda, qui a perdu tous les sens de l'humanité. Il y a eu seulement au courant de cette semaine, dans moins de 7 jours, plus de 700 personnes tuées. Ce qui est très semblable à un carnage avec plus de 2000 blessés. C'est vraiment inacceptable. Je voudrais exprimer toute ma compassion et toute ma sympathie vis-à-vis de toutes ces populations, de tous mes compatriotes, des Goma, des Rutshuru, des Masisi et de partout où ces guerres ont été perpétrées, où ces massacres ont été perpétrés par nos voisins les Rwandais. Et comme vous le savez, la manière dont elle se passe, je parle bien de cette guerre, elle n'est pas sans conséquence sur l'environnement et sur la biodiversité. Oui. Aujourd'hui, notre pays, bien entendu, subit tout ça tout simplement à cause de ces ressources naturelles qui aujourd'hui sont pillées, parce que c'est tout ce qui est derrière cette guerre, les pillages de nos ressources naturelles. Et au-delà du pillage de nos ressources naturelles, il y a aussi l'environnement qui est détruit, il y a la biodiversité aujourd'hui qui subit des conséquences néfastes. Et vous savez, ces groupes armés, les supplétifs du Rwanda, les M23,
se sont installés même dans les aires protégées. Oui, on parle maintenant de l'évasion même de la République démocratique. Bien entendu. Et ils se sont installés même dans les aires protégées qui, du reste, sont considérées comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Et malheureusement, sous ce silence total de la fameuse communauté internationale, je me permets de le dire, parce que je suis vraiment navré de ce qui s'est passé à l'est du pays. Mais au-delà de tout, nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à redonner de l'espoir à ces populations, à toute la population de la République démocratique du Congo, à l'instar même des manifestations qu'il y avait eu pour exprimer notre soutien à Goma, notre soutien à toute la population du Sud Kivu, de l'Est. Nous devons continuer, nous qui sommes à Kinshasa, ceux qui sont dans les autres provinces qui ne sont pas touchées par cette guerre, nous devons continuer à travailler et bien entendu pour la protection de l'environnement. Oui, effectivement, nous témoignons notre solidarité à toute la communauté, en fait, à tous nos compatriotes de l'Est, parce que c'est une question nationale et ça touche tout le monde, ça dérange. Et donc, nous témoignons également notre solidarité et notre compassion pour tout ce qui se passe. C'est désolant, mais bon. Je pense que nos autorités travaillent pour que la RDC reste unie et que nous soyons toujours dans Bien entendu, le gouvernement y travaille, en commençant par les commandants suprêmes de l'armée, son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement dirigé par la Première ministre, et tous les membres du gouvernement aujourd'hui sont impliqués, et les députés nationaux, et en tout cas jusqu'au plus petit des Congolais, tout le monde aujourd'hui est impliqué. Nous avons senti vraiment que le patriotisme existe dans notre pays. Et donc, comme je le disais, avant aussi de répondre à votre question, je voulais aussi corriger un petit quelque chose là dans ce que vous avez dit. Vous avez parlé du bassin du Congo avec une superficie de 133 millions. Non. Vous parlez de 233 millions. 233 millions, non, c'est 268 millions aujourd'hui. Ah bon? Voilà. Le bassin du Congo, c'est 268 millions d'hectares de forêt. Il faut que tout le monde le retienne. C'est ce qui fait que ce bassin est considéré comme les poumons même de l'humanité. Vous savez, lorsque vous avez un corps, quel est le rôle du poumon? Ça vous permet de respirer. Mais lorsque le poumon est malade, est-ce que vous pouvez bien respirer? Non. Est-ce que vous pouvez bien vivre? C'est ce qui peut interpeller la communauté internationale lorsqu'on observe cette guerre qui a de l'impact négatif sur l'environnement. Sur les forêts du bassin du Congo. Le monde entier devait comprendre que c'est les poumons qui nous permet de respirer, en dehors des autres services écosystémiques que ces poumons rendent à l'humanité tout entière. Le monde devait comprendre que il y a urgence d'agir. Lorsque vous avez un poumon malade, en tout cas, ce qui reste, c'est que l'on vous amène aux urgences. Malheureusement, jusque-là, nous n'avons pas consenti l'implication ou la vraie réaction de la communauté internationale. Nous pensons et nous continuerons à faire cette interpellation pour que les uns et les autres reviennent à la raison. Et nous avons d'ailleurs prévu toute une émission sur l'environnement parce que tout à l'heure avec ma collègue Myriam Iraghi, on en a parlé des impacts de cette guerre sur l'environnement, sur les forêts, sur la biodiversité, parce que l'on doit quand même comprendre que l'Est de la République du Congo regorge des espaces qui sont aujourd'hui, ça n'appartient pas qu'à la République démocratique du Congo, donc ça appartient au monde et il faut le préserver. Donc nous avions prévu vraiment toute une émission sur ça. Nous allons en reparler. Je pense que nous aurons le plaisir de vous réinviter dans ce studio. Beaucoup, ça sera mais nous pour moi aujourd'hui aborder quand même le sujet du jour. Ça sera pour moi un plaisir d'y revenir pour que l'on trouve qu'on continue à sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale sur la nécessité de trouver des solutions durables et urgentes. Une solution rapide, urgente, mais aussi durable par rapport à cette question de la guerre. Je reviens maintenant par rapport au paiement pour les services environnementaux. Les paiements. Qu'est-ce qu'on doit comprendre des services environnementaux? Voilà. Les services environnementaux, ce sont des actions qui sont menées par les populations, par les communautés locales, par les peuples autochtones, dans des villages,
dans des groupements, dans les territoires, en faveur de la protection de l'environnement, en faveur de la conservation et de la préservation de la biodiversité. Et lorsque ces actes sont posés ou sont lorsque ces actions sont posées ou réalisées par la population, les gouvernements ont réfléchi pour dire, écoutez, ça mérite quand même une certaine compensation. Nous, RDC, à l'instar des forêts du bassin du Congo, nos forêts, à nous, c'est 155,5 millions d'hectares. D'ailleurs, les récentes données de la DIAF, la division des inventaires forestiers au niveau du ministère de l'Environnement, renseignent que aujourd'hui les forêts de la RDC, c'est environ 170 millions d'hectares, contrairement aux anciennes statistiques, l'on avait des 155,5 millions. Donc, imaginez-vous avec les 170 millions d'hectares de forêts, il y a des services énormes qui sont demandés à nos populations pour la préservation, la protection et même la conservation de nos forêts. Il y a des populations ou même des compatriotes qui investissent aujourd'hui dans la restauration des forêts dégradées. Il y en a qui investissent aujourd'hui dans les reboisements. Et tous ces services qui sont rendus par les uns et les autres en faveur de la protection des forêts, en faveur de la protection de la biodiversité ou en faveur de la protection de l'environnement, méritent une compensation. Plusieurs fois, depuis son avènement à la tête du ministère de l'Environnement, Madame Eve Bazaïba, son Excellence, Madame la ministre de l'Environnement, a toujours plaidé en sorte que l'on puisse reconnaître que aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les communautés locales. Parce que ce sont ces communautés qui sont gardiennes même de nos forêts. Ce sont ces communautés qui savent la réalité, la valeur même des forêts. Tenez, vous savez, dans des villages, les gens utilisent les forêts pour la pharmacopée. Certainement, même ici à Kinshasa, il y en a qui continuent à utiliser... il faut aussi expliciter pharmacopée pour nos auditeurs, par exemple. La pharmacopée, là, il s'agit des produits tradis, des tradipraticiens, voilà. Et c'est utile pour leur santé. Il y en a qui utilisent aujourd'hui, en dehors de ceux qui utilisent les forêts dans l'exploitation industrielle, donc dans la coupe des bois pour la transformation, par exemple, en meubles ou encore dans d'autres ustensiles. Même pour avoir des macalas aussi. Mais il y en a qui aujourd'hui utilisent les déboisements pour avoir les bois de chauffe, donc les macalas, comme vous l'avez dit. Il y en a qui utilisent les bois aujourd'hui pour faire fonctionner les boulangeries là où il n'y a pas de courant. Il y en a qui utilisent les forêts aujourd'hui pour la fabrication de meubles dans leurs maisons. Même à la mort, les gens qui meurent, on utilise les bois aujourd'hui pour fabriquer des cercueils. Vous comprenez? Mais à un moment donné, vous allez dire aux gens, s'il vous plaît, protégez la forêt, ne la coupez pas. Il faut faire ceci pour préserver ces forêts. Il faut faire ceci pour protéger la biodiversité qui s'y trouve. Très récemment, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec les ministères de l'Environnement, a lancé les projets couloirs vers Kinshasa et Kivu-Kinshasa. C'est un projet très alléchant qui va permettre à ce que l'on puisse développer d'autres mécanismes économiques qui vont permettre à ce que les communautés locales puissent, en tout cas, respirer sur le plan économique à travers certains outils ou encore à travers certains investissements qui seront mis à leur disposition. Ce qui veut dire que vous allez demander aux populations de ne pas toucher à la forêt, de la protéger, de la préserver. Mais en contrepartie, qu'est-ce que vous leur donnez? Voilà pourquoi il y a eu cette nouvelle donne des paiements pour les services environnementaux. Mais on parlait avant ces services environnementaux, en fait, le paiement des services, on parlait des crédits carbone.
Bien entendu, on met ça de côté, les paiements pour les services environnementaux ne vient pas mettre de côté... Parce qu'il y a le fonds carbone quand même. Ne vient pas mettre de côté les fonds carbone. Je vais vous expliquer. Le fonds carbone, il s'agit de sélectionner une forêt qui existe déjà et placer cette forêt-là sous programme. Demander et placer la forêt sous programme demande tout un processus qui peut prendre plusieurs années. D'abord, pour l'inventaire de l'inventaire même de la superficie forestière, il faut quantifier la capacité de séquestration des gaz à effet de serre de cette forêt-là, et cette quantification doit se faire pendant une période donnée. Ça peut être sur 2, 3, 4, 5 ans, parfois ça va même jusqu'à 10 ans, pour que l'on puisse confirmer à travers des rapports que cette forêt permet réellement de séquestrer les gaz à effet de serre. Et après, on quantifie, on sait que pour cette forêt, nous avons autant de tonnes de crédit carbone que nous pouvons vendre auprès d'un acheteur éventuel. C'est différent des services environnementaux qui peut concerner tout le monde, qui peut concerner chacun partout où il se trouve. Il suffit seulement qu'il puisse poser des actes pour la préservation, la protection de la forêt ou même la restauration des forêts dégradées. Cette personne-là mérite les paiements des services environnementaux. Il y en a par exemple qui investissent dans l'agroforesterie. Vous comprenez? Vous dites, ben écoutez, dans mon coin, dans mon village ou dans mon groupement, nous avons constaté que il y a eu un taux de déboisement très élevé. Et pour ne pas permettre à ce que ces populations continuent à déboiser, ben, ils déboisent pour faire de l'agriculture. C'est ce que j'ai dit. Alors, pour ne pas permettre à ce que ces déboisements puissent continuer, parce que ça a des effets aussi néfastes sur le climat, on trouve d'autres solutions en investissant dans l'agroforesterie, c'est-à-dire en reboisant, par exemple, à travers des essences forestiers à croissance rapide, qui peuvent être exploités après une certaine période pour la fabrication des bois de chauffe. Tels que les acacias. Tels que les acacias, par exemple, afin de répondre à certains besoins de la population. Quelqu'un qui pose des actes comme ça, ce sont des gens qui peuvent être identifiés afin de bénéficier des services environnementaux. C'est un peu dans ce sens-là que Son Excellence, Madame la Ministre de l'Environnement et Développement durable, sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République, a invité les autres ministres, membres de l'initiative pour les forêts du bassin du Congo, CAFI, afin de venir. Il y a eu, par exemple, plusieurs ministres qui sont venus de différents pays, le Gabon, la République centrafrique, le Cameroun étaient invités. Il y a le Congo-Brazza. Il y en a qui ont participé à distance, donc en mode virtuel, comme on l'a toujours dit. Et ils ont participé pour échanger, réfléchir comment permettre à ce que nos populations, les populations de ces différents pays, puissent être bénéficiaires des paiements pour les services environnementaux, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a des pays, par exemple, qui ont déjà tiré profit de ce genre de mécanismes, tels que le Costa Rica, qui était invité et qui a partagé. Qui n'est pas un pays africain. Le Costa Rica n'est pas un pays africain, mais ils étaient invités et juste pour partager avec nous leur expérience par rapport à la manière dont ça fonctionne dans leur pays. Et ça a été des échanges fructueux. Ça a permis de comprendre comment ça fonctionne. Et les ministres membres des pays signataires de l'accord CAFI ont adhéré à ce processus. Ils ont mis en place des différents mécanismes pour que d'ici la COP 30 qui aura lieu à Belém, au Brésil, que l'on puisse arriver à participer avec des éléments concrets venant respectivement de nos différents pays afin d'attirer plusieurs investissements de l'extérieur vers les populations locales. Et l'initiative est de la République démocratique du Congo. L'initiative est de la République démocratique du Congo en collaboration avec CAFI. Et qui dit paiement dit argent. Qu'est-ce qui va être fait pour la mobilisation des fonds, ou si peut-être ces fonds sont déjà disponibles? D'où viendront ces fonds-là?
pour payer les services environnementaux. Cet argent-là viendra d'où? Les fonds, aujourd'hui, il y a plusieurs fonds qui existent dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Il y a par exemple le fonds vert pour le climat. Il y a aussi les fonds, par exemple, du partenariat pour les bassins du Congo. Il y a beaucoup d'autres bailleurs de fonds qui sont disposés, par exemple, à mettre des moyens dans leur engagement pour lutter contre les changements climatiques. Ça viendra de plusieurs sources. C'est ça d'ailleurs la responsabilité que s'est assignée les différents ministres, c'est de frapper toutes les portes où on peut obtenir des fonds pouvant renflouer cette caisse qui va contribuer au paiement pour les services environnementaux. Et c'est ça le rôle que va jouer chaque pays membre de l'initiative CAFI, donc au sein du bassin du Congo, au niveau de l'Afrique centrale, afin que lorsqu'on sera à la COP30, que l'on amène du concret, que l'on sache que là où nous partons désormais à la COP, on ne va pas y aller sous forme de la routine où nous partons, on assiste seulement à des discours, des conférences, parfois et du verbiage, sans obtenir du concret. Il y a également, par exemple, lorsque nous avons participé à la COP 26, certains pays qui s'étaient engagés à mettre des moyens dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques au niveau du bassin du Congo. Parmi ces pays, il y a la Grande-Bretagne, qui avait promis 500 millions de dollars américains. Il y a les États-Unis qui avaient promis, je crois, 1,2 milliard, si je me trompe pas, en faveur du bassin du Congo. Il y a encore beaucoup d'autres pays qui devaient contribuer. C'est ça les rôles que s'est assigné les ministres à travers une feuille de route. Ils vont faire en sorte que ces fonds soient orientés vers le fonds de ces paiements des services environnementaux. Vers les paiements des services, services environnementaux. Voilà, vers les donc si je comprends bien, ça c'est une caisse centrale. On parle à peu près de 6 pays qui sont concernés. Oui, les 6 pays. Pour une caisse centrale, est-ce que vous avez déjà réfléchi à une clé de répartition? Non. On ne peut pas parler aujourd'hui d'une quelconque clé de répartition. Il faut d'abord que les ressources soient disponibles. Okay. Les services rendus aujourd'hui par les forêts du bassin du Congo à l'humanité tout entière sont énormes et même parfois il est difficile de quantifier leur valeur aujourd'hui. C'est énorme. Vous imaginez que sans les forêts de la RDC, sans les forêts du bassin du Congo, il n'y a pas de pluie au Kenya. Sans les forêts de la RDC, il n'y a pas de pluie à Addis Abeba, en Éthiopie. Donc, je peux dire, dans tous les pays de l'Afrique de l'Est, il n'y a pas de pluie sans les forêts. Donc, les forêts aujourd'hui contribuent énormément. Il y a même des recherches qui démontrent que les forêts du bassin du Congo rendent des services, même à certains pays asiatiques. Ce qui fait que, parce que vous avez posé une question sur les crédits carbone, les forêts de la RDC peuvent séquestrer les gaz à effet de serre émis par des compagnies américaines ou même des compagnies asiatiques. C'est pourquoi aujourd'hui, dans quelques programmes, nous en avons développé seulement un seul qui a déjà abouti, le programme du marché de crédit carbone. Excusez-moi d'y revenir, on va rentrer sur les paiements pour les services environnementaux. Pour les crédits carbone, par exemple, nous avons développé un programme dans la province de Mai-Ndombe, précisément dans les territoires d'Inongo. Avec ERA Congo. Avec ERA Congo, qui a fait un travail énorme. Et ça permet que nous puissions capter des ressources venant d'une compagnie américaine, Delta, qui a payé pour les crédits carbone en RDC. Ce qui fait que nos forêts, aujourd'hui, les forêts de Mai-Ndombe sont capables de séquestrer les gaz à effet de serre qui sont émis par les avions de Delta Aviation. Vous comprenez? Donc, c'est ça la réalité. Les recherches l'ont démontré. Et ce qui fait que nous devons continuer à travailler dans ce sens. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons beaucoup d'autres programmes que l'on est en train de développer dans les 4 jours du marché de crédit carbone, dans la province de l'Équateur, à Bikoro, dans les Sud-Ubangi, à Yakoma. On parlait de Businga. Businga aussi. Il y a beaucoup d'autres programmes comme ça que l'on est en train de développer qui vont être très, très rentables pour la population. D'ailleurs, pour ce qui se passe à Businga, Yakoma, même à Bikoro, aujourd'hui, les partenaires avec lesquels nous travaillons ont déjà commencé sans avoir vendu les crédits carbone,
a déjà commencé à exécuter des travaux. Il y a des travaux, par exemple, pour la construction et réhabilitation des ponts, construction et réhabilitation des routes. Ça a déjà commencé aujourd'hui dans la province de l'Équateur et même dans les Sido-Bangui. Alors qu'on n'a même pas vendu, même pas on n'a pas encore un vendu. tonne de C'est ça, c'est qu'on appelle mettre la forêt sous programme. Pendant que on est en train d'observer la capacité de séquestration des gaz à effet de serre par cette forêt, pendant ces temps, l'investisseur aussi pose des actes en faveur de la population. Parce que lorsque vous dites que la population ne doit pas exploiter la forêt, vous devez donner à la population une contrepartie. Une compensation. Une compensation. C'est dans le cadre de la compensation qu'on construit les routes, par exemple des écoles, des hôpitaux. On construit les écoles, les hôpitaux, des fontaines, de forages. On a construit des écoles, on a construit, il y a des routes. Aujourd'hui, les premiers boulevards de la province du Maïnombe, les boulevards comment on appelle ça, les boulevards Inongo, quelque chose dans la ville de Inongo. Ça a été construit à partir des fonds carbone. Lorsque le paiement a eu lieu, la province a bénéficié de plus de 5 millions de dollars. Vous comprenez? Ce qui lui a permis de mettre en exécution certains projets. En dehors de ce qui a été mis à la disposition des communautés locales, du territoire, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a eu un autre paiement. On est en train de chercher comment les canaliser pour que des réalisations concrètes. Donc vous nous dites que c'est avantageux, mais revenons quand même au paiement des services. Et c'est pareil avec les paiements pour les services environnementaux. Donc c'est pareil. On est en train d'aller toujours dans la même vision pour arriver à poser des actes en faveur des populations locales qui consentent beaucoup de sacrifices pour la préservation et la protection des forêts. Les services environnementaux, ça va au-delà de crédit carbone, si je comprends bien. Alors, vous nous avez cité quelques actions ou services rendus par certaines communautés ou certaines personnes. Vous avez parlé de l'agroforesterie, vous avez parlé de reboisement. Il y a d'autres actions. Est-ce que l'eau n'est pas concernée? Est-ce que si quelqu'un gère bien des ressources en eau, par exemple, ils sont pas bénéficiaires, ces personnes-là ne sont pas bénéficiaires de paiement pour services environnementaux? L'eau et la forêt marchent de pair. Sans la forêt, il n'y a pas de l'eau. Dans les services écosystémiques, dans la manière de fonctionner, sans la forêt, nous n'avons pas de l'eau. Et sans eau, nous n'avons pas de forêt. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, même celui qui, aujourd'hui, travaille dans la protection des sources d'eau mérite aussi une compensation dans le cadre des paiements pour les services environnementaux. Donc, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres actions que les populations peuvent mener et pour lesquelles ils méritent des compensations. Voilà pourquoi on ne peut pas continuer à parler, mais il faut d'abord mobiliser les ressources pour enfin arriver à donner toutes ces compensations-là aux populations. Est-ce que ce projet, en fait, les paiements pour services environnementaux, est-ce que c'est déjà lancé? C'est déjà en marche? Dans certains pays, ça fonctionne déjà. Non, ici, en fait, pour les pays, les 6 pays du bassin du Congo, est-ce que c'est déjà en marche? Lors des échanges entre les différents ministères, il y a certains pays qui ont déjà expérimenté ça. Ici, chez nous, on a déjà expérimenté. Mais avec le financement de certains partenaires, si vous me permettez, je peux le citer, sans faire leur publicité. Il y a JICA, par exemple. Il y a JICA qui, aujourd'hui... De la coopération paye, la coopération japonaise, qui paye pour les services environnementaux. Lorsque vous avez fait un reboisement, par exemple, sur plus de 100 hectares, plus de 200 hectares, si c'est suivi par JICA a, dans les passés, à financer ou à donner des compensations à certains compatriotes qui ont posé ce genre d'action, Et en tout cas, le seul exemple que je connais dans notre pays, c'est avec JICA. C'est pourquoi le gouvernement... Par son bon vouloir? Non, c'est un programme. C'est tout un programme que JICA a mis en place, qui est d'ailleurs sous la houlette du ministère de l'Environnement. Parce que nous, ministère de l'Environnement, nous travaillons, nous avons une collaboration, une convention de partenariat avec JICA.
Et c'est pas seulement dans la gouvernance forestière, c'est aussi dans l'assainissement, dans la formation. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont formés au Japon avec l'appui des JICA et beaucoup d'autres filières entrent en compte dans ces partenariats que nous avons avec JICA. Donc c'est dans ce sens-là, dans le cadre de cette collaboration que nous avons avec JICA, que les paiements pour les services environnementaux ont déjà été effectués dans notre pays. Alors, vous avez parlé de financement et qu'il y a JICA, il y a d'autres partenaires il y en a qui sont là et il y en a d'autres qui sont en cours, parce qu'il y a des négociations. Mais nous avons quand même senti lors de la conférence interministérielle des différents ministères de 6 pays, ces 6 pays qui sont des pays signataires, même de la déclaration conjointe de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI. On a vu CAFI, on a vu son implication. Il y a même eu un discours du représentant du conseil d'administration de CAFI qui parlait de 82 millions de dollars américains comme un surplus, comme un ajout à ce qui existe déjà. Alors expliquez-nous, explicitez-nous un peu. Donc CAFI est là comme votre partenaire financier, en fait, dans le cadre de ce projet, et il finance déjà le projet. Je voudrais souligner que l'initiative CAFI, c'est une initiative qui regroupe plusieurs partenaires que je peux appeler, vous me le permettez, que je peux appeler abusivement bailleurs de fonds. Les pays. Plusieurs pays. Aujourd'hui, CAFI est dirigé par la Grande-Bretagne. Mais avant, c'était l'Allemagne. Il y a aussi beaucoup d'autres pays qui ont dirigé CAFI. Et c'est avec la collaboration de ces partenaires, c'est avec la collaboration de ces différents pays. Il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Allemagne, comme je l'ai souligné, il y a la Norvège, il y a les États-Unis, il y a et récemment, il y a aussi Danemark qui a rejoint. Ils sont nombreux ces pays membres de cette initiative pour les forêts du bassin du Congo, ce qu'on appelle les CAFI. Et ils nous ont toujours accompagnés, nous avons toujours travaillé avec eux, mais en voulant mettre en place cette initiative, c'est pour permettre que nous puissions nous-mêmes nous approprier ces financements. Il arrivait que, je me permets de le dire, certains bailleurs de fonds ou certains partenaires puissent procéder au financement de certains projets qu'eux-mêmes ont apportés sans que ça soit l'initiative du gouvernement. Or, c'est le gouvernement dans son programme qui connaît les besoins de la population. Ce qui fait que les besoins diffèrent de chaque pays. Ce qui fait que beaucoup de projets qui étaient financés ou beaucoup d'actions qui ont été posées ressemblaient à tout simplement de la poudre aux yeux. Ça n'avait pas d'impact réel sur la population. Parce que ça ne répondait pas directement aux attentes de la population. Ça ne répondait pas directement aux attentes de la population. Voilà pourquoi aujourd'hui, en mettant en place cette initiative, les différents ministres membres de l'initiative CAFI se sont convenus que désormais, rien ne pourra se faire sans que ce soit l'initiative des gouvernements eux-mêmes. Les partenaires viendront seulement pour financer ce que le gouvernement a planifié. L'action déjà planifiée par le gouvernement. Et cela permet que les gouvernements, après l'évaluation, puissent aller dans les concrets. Que vous allez vous étonner. Vous vous souviendrez que dans la première lettre d'intention avec CAFI, il y a eu un financement de 183 millions de dollars. 193 millions si je ne me trompe pas. De 2012 à 2020, quelque chose comme ça. Et dans les 193 millions de dollars, vous vous en doutez, plus de 60% du montant était affecté à des formations de renforcement des capacités, missions de services, machin. 30% du montant, on a acheté des préservatifs. Wow.
Pourquoi? Parce que on devait lutter contre les bombes démographiques. On suppose que lorsque les Congolais mettent au monde beaucoup d'enfants, ça constitue une menace sur les forêts. Mais qui vous a dit que c'est ça la priorité du gouvernement? Et les restes d'argent, ça servit pour des missions à l'étranger, des missions ici, des missions là-bas. Rien du concret. Ça, c'est à l'issue de l'évaluation que nous avons eue en 2021 en 2022. C'est là que nous avons dit non, nous ne devons pas évoluer comme ça. Il faut que les initiatives des actions viennent du gouvernement. Oui, exactement. Alors, lors de cette cérémonie, toujours de la conférence interministérielle des pays membres du bassin du Congo, en fait, je dirais le dernier jour, dans le segment politique, on a eu à lancer les outils de paiement pour services environnementaux. Quels sont ces outils? Alors, il y a plusieurs outils dont je ne saurais pas citer de manière exhaustive ici, mais je voudrais souligner que, à l'instar des outils qui ont été mis en place, il y a eu également une feuille de route qui va permettre à ce que d'ici décembre, lors de la COP30, que l'on sache qu'est-ce qui a été fait à travers un chronogramme bien déterminé pour arriver à Belém, au Brésil, avec du concret. Il faut... De ce qui est fait. De ce qui est fait. Il faut qu'on arrive au Brésil avec des exemples palpables pour dire, écoutez, dans le cadre du paiement pour les services environnementaux, par exemple, voilà ce qu'on a fait. Telle communauté a bénéficié de ces paiements. A bénéficié de ceci. Après avoir réalisé telle action, telle activité, telle communauté a bénéficié de ceci. Et comment ça va se passer? Comment, moi, par exemple, je procède au reboisement et après, vous allez me payer, ça va se passer comment? Surtout notamment avec les communautés. Comment vous allez quantifier ce que j'ai fait et puis combien vous allez me payer? Je sais pas. Comment ça va se passer? Les ministres vous allez me donner du cash? Ça va se passer comment? Je sais pas. Les ministres ont mis en place un mécanisme de financement et de traçabilité auprès duquel, lorsque des actions comme ça vont être réalisées, ça va être enregistré et identifié avant de bénéficier. Ça sera enregistré comment? Il y a au niveau du ministère des équipes qui vont être mises en place, par exemple pour ce qui nous concerne, pour arriver à identifier certaines actions réalisées par la population pouvant bénéficier des services environnementaux. Ça va se faire par la vue ou bien il y a des outils appropriés pour pouvoir, par exemple, identifier ce qui est réalisé sur terrain? Aujourd'hui, il y a des outils appropriés. Il y a des outils appropriés, à l'instar de ce qui est utilisé aujourd'hui par la DIAF, mais une autre façon de les faire, c'est à travers la prospection sur terrain, par exemple. À travers la prospection, on sait voir, par exemple, comment les choses ont été faites, quelles sont les actions qui ont été réalisées, qui vont descendre sur combien d'hectares ont été reboisés à travers des descentes, par exemple, sur terrain. Il y a aussi des outils de télédétection, par exemple, qui vont être mis à la disposition des experts afin de quantifier même les différents services qui seront rendus et leurs valeurs. Et cela pourra permettre maintenant à ce qu'on ait une idée réelle sur la manière dont on peut procéder au paiement. Le paiement, là, ça va se passer comment? Vous allez payer une communauté, vous allez payer une personne, ça va se passer comment? Par banque? Je sais pas, par voie bancaire, par mobile money, vous allez faire ça comment? Bon, je crois que là, vous allez donner du cash directement. Non, il faut d'abord que l'on arrive à capter les financements, que les financements soient disponibles avant de procéder Mais on planifie quand même tout, on dit planifier et tout ça là aussi, on va planifier. La réunion, les réflexions des ministres ont tourné autour de la planification
pour la mobilisation des ressources. Il faut d'abord qu'on mobilise les ressources. Lorsque les ressources seront disponibles, on pourra maintenant savoir comment les orienter. Mais depuis plusieurs années, depuis que CAFI existe déjà, il y a des mécanismes financiers qui existent. Il y a par exemple les FONARED qui existent déjà. Il y a aujourd'hui au niveau du ministère de l'Environnement les FIP, les fonds d'intervention pour l'environnement, qui constituent aujourd'hui des canaux par lesquels ces fonds peuvent passer pour arriver à rémunérer les actions qui sont réalisées par la population. C'est un peu dans ce sens-là que ça va se passer, mais au mois venu, je crois que le ministère pourra communiquer à quiconque pour savoir comment cela va comment s'y lancer. Okay. On comprend que c'est une aubaine pour les communautés ou les populations qui sont dans les zones forestières. Et qu'en est-il, ou est-ce que le projet est extrapolé ou va penser aussi à ces communautés-là qui n'ont pas cette chance d'être dans des provinces forestières? Madame, je voudrais vous apaiser sur une chose. Nous sommes à Kinshasa. Nous parlons des forêts. Est-ce qu'à Kinshasa, il y a une forêt? Non. Les forêts, c'est dans les Congos profonds. Et toutes ces populations qui sont dans des Congos profonds, ils savent comment ça se passe. C'est avec eux qu'on travaille si souvent, que ce soit pour les forêts d'exploitation ou encore pour les forêts de conservation. Ces populations connaissent mieux les forêts que nous qui sommes ici à Kinshasa. Parfois, nous nous sommes étonnés de voir, lorsque nous allons à la COP 20, nous étions à la COP 27 en Égypte, un pays désertique par exemple, qui vous parle des forêts, qui vous parle des tourbières, alors qu'ils n'en ont pas. Bon, c'est un pays qui est concerné parce que... Donc, nous parlons des forêts parce que nous sommes des forestiers, nous avons été dans des forêts, nous connaissons comment ça fonctionne et nous connaissons comment nos forêts existent et comment ça évolue, comment c'est géré par les populations. Je vous ai dit que aujourd'hui, la meilleure façon de gérer la forêt, c'est d'associer les communautés locales. Ceux qui y vivent, ceux qui vivent des forêts, ceux qui vivent dans la forêt. On ne peut pas parler des forêts sans eux, sans des personnes qui vivent de ça et qui protègent ces forêts-là. Nous sommes en train de tendre vers la fin de notre magazine d'aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons ici dans notre studio Monsieur Héritier Mpiana. Il est directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et Développement durable. Il est expert dans les négociations à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aussi au cadre du mouvement de libération du Congo. J'insiste beaucoup plus sur l'aspect politique. Pourquoi? Parce que j'ai une question, comme nous n'avons plus assez de temps, mais je reviens quand même sur le cas, un cas FFN. Monsieur Héritier, je ne sais pas si vous avez lu dans certains journaux, on parlait du fonds forestier national. On a dit qu'il y a eu changement là-bas et que les ministres, Madame la ministre F. Bazaïba aurait dû suspendre les autres membres du conseil d'administration pour donner de l'espace au directeur général adjoint qui serait d'ailleurs du MLC. C'est vrai? Les DGA du Fonds forestier n'est pas membre du mouvement de libération du Congo. Vous pouvez vérifier auprès de quiconque, personne alors ne vous donnera une seule preuve où Monsieur Hassani Ongala, qui est aujourd'hui DGA du Fonds forestier, qui est DG AI, aurait été membre du MLC. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Je l'ai dit encore, je persiste. Je suis au MLC depuis 2006. Je ne l'ai jamais vu au MLC. Même dans une réunion du quartier, moi, je l'ai connu... Même dans une petite cellule là du MLC. Je vous dis et je vous rassure, j'ai mis ma main à couper. S'il y a quelqu'un ici qui nous apporte une seule preuve ou une seule photo où monsieur, les DGA du Fonds forestier assistent à une quelconque réunion du MLC. Moi, je l'ai connu seulement au ministère de l'Environnement alors qu'il était le coordonnateur national de la CNRED.
avant d'être DGA du fonds forestier. Donc, c'est qui aujourd'hui spécule pour dire, ben écoutez, on a suspendu les DG pour parce qu'on voulait donner de l'espace au DGA. L'espace au DGA qui est d'IMLC, c'est un faux débat. Ce sont des personnes tout simplement mal intentionnées, permettez-moi de le dire. Ça n'a jamais été le cas. Monsieur Hassan, c'est quelqu'un qui a assez de l'expérience. Je vous ai dit, il a travaillé depuis plusieurs années comme coordonnateur national de la CNRED. Et à part les connaître là-bas, je ne l'ai jamais connu ailleurs. Hein, je l'ai connu seulement là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui a concouru à la suspension du PCA et du DG, c'est tout simplement la cacophonie qui a été créée de toutes pièces par les PCA depuis son arrivée à la tête du conseil d'administration. Rien n'est marché entre lui et les DG. Rien du tout n'est marché. On a tout fait pour les réconcilier, ça n'a pas tenu. Et il y a eu plusieurs jets de correspondance entre les PCA et les DG. Malheureusement, lorsqu'ils se faisaient des correspondances, parfois avec des correspondances teintées de beaucoup de méchanceté, lorsqu'ils se faisaient des correspondances, ils se sont donné le luxe de copier tout le monde. Et ces correspondances-là sont arrivées sur la table de son excellence Madame la Première ministre, après avoir exploité. Elle a dit, ben écoutez, ça en est de trop. Elle a autorisé à Madame la Mineta de prendre des dispositions pour remettre de l'ordre. Pour remettre de l'ordre. Et la seule façon de remettre de l'ordre, c'était de suspendre provisoirement, je le souligne, de suspendre provisoirement les deux. En attendant. Donc, ils peuvent revenir. Alors, chers auditeurs, nous sommes à la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bandeko Balandi na beaucoup se penza tolobela kimingi oyo babengi bongo paiement pour services environnementaux et où ezalaki na katia na koloba likita munene esalamaki na katia mboka na biso République démocratique du Congo na katia Kinshasa esangisaki ba représentants ya ba pays motoba donc 6 bayaki na katia ba nyonso baza ba pays baza na loba na zamba na bamboka na bango bayaki apona kolobela ngo bamonaki ke balobi solo tozo sala misale belé tozo bomba zamba bato na biso bazo bomba zamba bazo batela ba mai bazo batela nyonso oyo mokili pesa biso oyo eza tobenga kango nature bazo batela mais boni tokoki ko récompenser bango bato bazo batela nde balobi to tia moi likanisi oyo to projet au paiement pour services environnementaux c'est-à-dire ko futa bato oyo bazo rendre service dans l'environnement les kwa mutu asala kabilanga na ya lobi na osala subilanga penza na bebisa na katara banzete te na lona kape banzete ekola mwamba mbango eko permettre ngaki na kokata na loni lisusu na kati donc ezo sala ke tango ba mono sali misala wana bazana ba appareil ya minene ndenge papa directeur alobela biso awa na ba expert ba ko évaluer ba quantifier ba tali babi ekopesa mosolo boye ba kofuta moto ya sali mosala wana pona ko batela environnement pona ko batela biodiversité na biso biodiversité ndenge papa directeur alobaki ne bandeli ya mission yo na zamba pona na este na biso kuna toza na biodiversité ya makasi écosystème moko important mais lelo tungisa mpe na guerre mais soki batelami malamu bato wana bakozwa récompense na bango baoyo bakobatela yango malamu donc masolo na biso tobeteki yango wana na mokolo alelo topesi bino merci mingi ndenge bolandi biso iragi tosisi émission. Monsieur Esili, merci Nabino Banso, merci pena papa héritier Otozala Kinae Awa, invité à Bisso Mokola Lelo à éclairer Bisso pena Makambo. Parce que Tokolobe la paix, Makambo, ba conséquences, il y a guerre d'agression que nous sommes en train de connaître. Il y a eu trop de déplacés, il y a eu trop de morts, Bitumba Makas na Est, mais et BBC environnement, la Bisso, et BBC écosystème, et BBC, parc na Bisso, tozo lobaka bato bakufi mais to banyama pe bakufi écosystème biloko ebele ezali déranger na bitumba oyo ekoteli biso na mboka. Merci beaucoup papa héritier liloba soka ezali. Merci mingi maman, merci na bañon so balandi biso liloba ya soka. Bon, eza ya soka te poto kota na lisusu kasi pona mokolo lelo na koloba ete bazamba na biso eza na mosala monene. Ezali kobatela biso, kobatela climat na biso, ezali lelo kosonga biso
contre le réchauffement climatique. Zamba na biso ezali ko battre la biodiversité nyonso eza na kati na yango banyama bandeke ezali ko sunga biso na makambo ebele yango nde sunga biso po tozaka na mai tozaka mpepe ya malamu akopema yango pe sunga biso na ba inondation zamba nde yango ezo sa musala makasi ku ezo sunga biso te mokili mobimba pe ezo sunga kaka biso te ezo sunga mokili mobimba nde yango tosengi ete tobatela yango malamu mawa mingi pona bazali kobundisa mboka na biso pe bali kobebisa zamba na biso ezali mawa mingi kasi toyebi ke nzambe kaka wa akela zamba wana ye moko azana lifuti akopesa bango kasi pona biso ba congolais oyo tozali na makoki akobatela zamba to batela kango malamu po ete yango nde bomoi na biso. Merci mingi papa héritier na maloba wana nde tosukisi na mokolo lelo. Chers auditeurs et téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis YouTube, nous vous disons merci de votre attention, merci. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau numéro de votre magazine environnemental Top Vert, mais nous ne pouvons pas partir sans dire merci à Patrick Mongongo qui a assuré les images. Si vous nous voyez dans vos maisons, Bozota Labiso, c'est grâce à Patrick Mongongo, Yende à Simbaki Bilili. Nous disons également merci à Grace Lema Pona Ndenge Bozo Kamingongo Nabiso, Yenda Bongisa Ki Mingongo Nabiso et Manso Masalama Ki Bongo sous la bonne coordination et la réalisation de Miguel Mena. Botika la Malamu, Tokutani Bongo na Posekoya. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.